se présenter, Tolulope et moi, vous donner le déroulé de cette soirée, et puis ensuite, on va commencer. Donc, on a préparé des slides, on a bien fait les choses. Hop. Je pense que vous voyez mon écran. Effectivement. Alors. Donc, nous sommes à Aquabafest, si je peux dire comme ça, le premier festival tech afro-caribéen à Paris. Je ne sais pas si nous sommes vraiment le premier, mais on fait comme les mecs blancs de la tech. On dit qu'on est les premiers, même si on ne sait pas. Donc, je commence par me présenter. Je m'appelle Awa. On va dire que je suis une passionnée de technologie. Moi, je bosse plutôt dans le service public, en fait. Et je co-anime un podcast technocritique qui s'appelle Tata Tech. Je pense que mon co-animateur est dans l'audience. Et je fais aussi partie de différentes assos qui militent pour la diversité dans la tech. Et j'ai co-créé Aquabafest avec Tolulope, si tu veux te présenter. Oui, pourquoi pas. Je m'appelle Tolulope Ogurami, je suis anglaise avec des origines nigérianes. J'ai fait un semestre Erasmus à Paris l'année dernière où j'ai rencontré Awa, mais j'ai assisté à Afrotech Fest à Londres, les deux Afrotech Fest, et j'aimerais bien faire quelque chose de similaire à Paris. Oui. Tu veux peut-être parler de ton asso aussi? Oh, peut-être. J'ai aussi monté une association qui s'appelle Colors of Color, qui enseigne les jeunes personnes racisées à coder. Et oui. I don't know. Okay. Yeah, voilà. Et du coup, juste pour vous donner un peu pour vous expliquer un peu qui nous sommes, donc Aquabafest, pour nous, c'est une association de promotion et d'empuissancement, comme dirait Marie da Silva, des personnes afro-caribéennes dans la tech. On compte faire cela en mettant en place des événements en ligne ou physiques, des événements comme celui de ce soir, mais aussi des workshops, d'autres conférences. D'ailleurs, si vous avez des idées, des envies, n'hésitez pas à nous dire, ça nous sert. Et le point culminant pour nous, c'est vraiment un festival, un moment de rencontre physique qu'on organise en juin 2021. On a décidé d'appeler ça festival et vraiment pas conférence parce que ça sera un événement tech, il y aura des workshops, on imagine des Ubuntu parties, des choses comme ça, mais c'est aussi un moment de fête à la fin où on s'amuse, on danse, des DJ sets, des concerts, enfin, voilà. Vraiment un vrai moment de partage. Donc suivez-nous sur les réseaux sociaux et vous verrez ce qu'on prépare. Alors du coup, j'arrête le partage. Quelques infos sur le déroulé avant qu'on commence. Donc, je vous propose juste de faire un tour de table de nos intervenants et discuter avec nos différents intervenants jusqu'à 19h45 à peu près. Ensuite, ça va être à votre tour. Vous allez pouvoir nous poser des questions. Il faut alors poser toutes les questions, réagir à ce qu'on a pu dire pendant ces interventions. Et puis à la fin, si vous voulez rester, si vous avez encore un peu de temps, on va vous proposer d'ouvrir les micros et de vous donner la parole pour que vous puissiez nous donner vos ressentis également, si vous avez des choses que vous voulez nous dire, ce que vous voulez partager, si vous voulez rebondir sur ce qu'on a pu dire, si vous voulez partager un de vos projets, qu'importe. Donc voilà, si ça vous va, on va commencer. Et pour commencer, on va peut-être faire un petit tour de table et on va commencer par Suzanne, parce que c'est ma sœur. Suzanne, est-ce que tu veux nous parler de toi, nous parler un peu de ton parcours et de ce que tu fais aujourd'hui? Ok, bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Suzanne, j'ai l'honneur de participer à cette première édition du festival Aquabafest. C'est un énorme honneur pour moi. Je suis touchée, contente d'être là et puis contente de partager avec vous mon expérience. Donc, je suis aujourd'hui chef de projet en assistance à maîtrise d'ouvrage. Je totalise 11 années d'expérience professionnelle. Je vais expliquer rapidement, j'ai un profil qu'on appelle métier et un profil SI. Le profil métier vient du fait que j'ai une formation d'expertise comptable et j'ai travaillé dans le domaine bancaire, dans l'audit, en cabinet d'expertise. Ça m'a donné donc une connaissance du domaine de la compta et de la finance et c'est un atout aujourd'hui quand je fais du SI.
où j'améliore des logiciels. C'est un atout pour moi parce que je connais la comptabilité et donc quand j'atterris dans une structure où il faut améliorer le logiciel comptable, c'est très bien, on n'a pas besoin de m'expliquer comment on enregistre des écritures ou comment fonctionne le système financier. Et c'est mon point fort par rapport à d'autres profils qui sont purement techniques et qui ont besoin de monter en compétence sur ces sujets-là. Voilà. Tu veux passer la parole à qui? À Christopher. Ok. Bah, hello, du coup, moi c'est Christopher, du coup, 24 ans et actuellement, du coup, développeur freelance pour des clients actuellement dans le luxe. J'ai un profil un peu, du coup, un peu composé où j'ai un double diplôme en gestion et en informatique qui me permet d'exercer en tant que chef de projet également, mais en tant que développeur aussi. Et donc, du coup, j'ai fait 5 ans d'études, du coup, licence MIAGE, master MIAGE et une école auparavant. Et actuellement, j'ai fondé, enfin en train de fonder en tout cas, un petit groupe tech du coup qui s'appelle Noir et Tech, qui a pour but en gros de promouvoir en gros la diversité, si on peut dire ça comme ça, dans la tech. Du coup, aujourd'hui, on a une forte communauté qui est pas hyper visible et j'aimerais pouvoir du coup utiliser différents talents afin de produire du contenu éducatif, du contenu tech et du contenu open source du coup. Voilà pour moi. Tu Et passes à j'envoie la qui? parole. Et j'envoie la parole à Cindy. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je suis Cindy, j'ai 32 ans, je suis développeuse back-end, c'est-à-dire côté base de données. J'ai pas toujours été développeuse, j'ai fait une fac d'histoire de l'art, bien évidemment sans avoir de projet ni de connexion dans le milieu. Donc autant vous dire que c'était très difficile pour moi de commencer dans le milieu de la culture. J'ai fini par laisser tomber, par me lancer dans les milieux tech. J'ai rejoint ma première start-up en 2013. C'était en modération. Et puis après, j'ai continué dans ces sociétés-là en service client, en communication, un petit peu en couteau suisse, disons. Et suite à une expérience assez horrible dans une équipe de service client, j'ai décidé de me reconvertir, de devenir développeuse. Ça, c'était il y a 3 ans. Depuis, je fais d'autres choses que le développement web. J'ai commencé à donner des conférences pour mettre en avant les personnes en reconversion, parce qu'on trouve beaucoup plus de diversité dans ces profils-là que dans les profils plutôt classiques. J'ai commencé aussi à aider d'autres personnes à devenir speakers comme moi, à animer des ateliers, à écrire, voilà. Voilà tout pour pouvoir aider d'autres personnes à développer leur carrière. Et du coup, Jessie, à ton tour. Bonsoir à tous, moi c'est Jessie Diandra, 27 ans, webmarketeuse freelance. Pourquoi j'ai webmarketeuse? Parce que je propose du site internet, du développement d'applications et aussi du community management, de la formation et du consulting. J'ai un profil bien plus orienté communication et UX, UI visuel. Et je travaille avec d'autres développeurs qui s'occupent du back-end, du e-commerce, etc. Comment j'y suis arrivée? J'y suis arrivée vraiment par passion. J'ai une formation en commerce international, une en ressources humaines et ensuite je me suis formée vraiment aux bases du développement web. J'ai un titre de webmarketeuse, non, pardon, un titre de webmaster, pardon, et un titre aussi, une formation de community manager. Voilà. Et je suis passée social media manager au fur et à mesure où j'ai développé ma stratégie. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je suis freelance depuis 2 ans et ce qui m'a vraiment poussée à me lancer, c'était mon besoin de flexibilité et mon besoin aussi de définir aussi mes méthodes de travail dans un environnement. Après être sortie d'un environnement managérial très français, un rapport à la hiérarchie qui ne me convenait pas. Okay. Merci à tous et à toutes pour ce tour de table. Alors, je pense qu'on va commencer déjà par Christopher. Tu veux peut-être nous en dire un peu plus sur Noir et Tech, sur ce que tu souhaites en faire et si également les personnes qui sont là ce soir peuvent participer d'une quelconque façon. Ok, ouais, carrément.
Donc du coup, Noiretech, l'idée, je l'ai pas inventée, elle est venue d'un groupe du coup américain qui est présent dans le hashtag Black Tech Twitter du coup, qui mutualise tous les talents tech, que ce soit du coup dev, data, design, sous une même communauté en fait, et ils produisent du contenu, font des conférences et tout. Et je me suis dit, génial, est-ce qu'on a ça en France du coup? J'ai regardé, j'ai cherché et je n'ai pas trouvé. Et en réalité, tout ce qui est côté francophone, côté européen, on a très peu de communautés noires, du coup, actives sur la scène de la tech. Et l'idée est partie de ce constat-là, en fait. Et depuis que je suis freelance, du coup, j'ai quand même pas mal de contacts dans le milieu, du coup. J'ai un gros compte Twitter, donc du coup, j'ai trouvé d'autres personnes qui pensent comme ça, du coup. Et on s'est tous retrouvés afin de former un groupe qui a pour but du coup de produire du contenu déjà, produire du contenu important, du contenu éducatif, parce que quand j'ai commencé à apprendre le développement, j'aurais aimé avoir du coup du contenu venant de personnes qui me ressemblent à moi, et je n'ai pas trouvé. Donc, dans un premier temps, produire du contenu, faire du mentorat, créer un réseau, et d'autres idées qui viendront derrière. On est encore en phase, du coup, en early stage, on essaie de structurer un peu l'initiative, de donner du sens du point de vision, et on communiquera sous peu, du coup, comment on peut dire, une plaquette explicative de ce qu'on va pouvoir proposer aux gens et la manière dont on va interagir avec la communauté. On commence déjà à voir, on est en train de créer, du coup, structurer deux groupes différents, le premier étant le corps du projet, et le second étant un groupe beaucoup plus ouvert, en fait, qui a pour but de générer les réseaux qu'on aimerait créer derrière, afin de pouvoir entreprendre entre nous, de pouvoir apprendre entre nous et de faire parler de nous, quoi. Super, franchement, c'était nécessaire, je pense, quand tous ont commencé nos carrières, ont commencé à travailler. Cindy, du coup, moi j'aurais une question pour toi. Donc, tu es développeuse back-end. Il y a très peu de femmes qui sont développeurs qui sont dans le back-end quand on parle de développement. Et je pense qu'il y a encore beaucoup moins de femmes noires. Donc, déjà, pourquoi avoir choisi le back-end? Et surtout, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton travail au quotidien? Concernant mon choix de faire du back-end, en fait, c'était un choix qui n'était pas informé. C'est-à-dire que moi, je connaissais déjà le milieu de la tech. Je savais qu'il y avait peu de femmes développeuses. Je savais qu'il y aurait plus de femmes développeuses côté front, donc, enfin, côté interface plutôt que côté base de données. Mais en fait, le problème, c'est que quand j'ai commencé à coder, j'avais des a priori sur le front-end et sur le back-end. En fait, la partie front est très dévalorisée en général dans les communautés tech, à tort. Vraiment à tort, la partie front-end est devenue vraiment très très riche. Il y a des communautés qui sont vraiment très dynamiques. Et pour tout vous dire, j'avais pas non plus envie d'être limitée et qu'on me demande de colorier des cases parce que j'étais une femme et que j'avais fait une fac d'histoire de l'art et du coup je connaissais les couleurs. Du coup, j'ai décidé de me tourner vers le back-end parce que j'aimais bien la logique. Encore une fois, question stéréotype. Il y a toujours pas beaucoup de femmes, hein, faut voir les choses en face. Honnêtement, ça bouge pas beaucoup, même s'il y a beaucoup d'initiatives. Mais c'est un truc que je ressens, enfin que j'ai pu ressentir dans mon travail. C'est beaucoup plus difficile de vendre une idée et de vendre une solution quand on est une femme, d'autant plus quand on est une femme noire. Même si on se retrouve dans un environnement avec des gens qui ont envie de faire des efforts, hein, qui l'expriment, ben en fait, l'envie, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant et je me retrouve à perdre du temps. Je me retrouve à parfois désespérer et à ne plus parler. Parce que, ben, au bout d'un moment, quand on ne se fait pas entendre, on ne parle plus, on se dit, de toute façon, ai-je vraiment besoin d'utiliser ces ressources et cette énergie pour des personnes qui ne m'écoutent pas ou qui refusent de faire ces efforts-là? Voilà. Sinon, en quoi consiste mon boulot? Ce serait bien, j'aurais peut-être mieux fait de commencer par là. Grosso modo, il faut que je trouve des moyens adéquats de stocker des informations en base de données. En fait, c'est ça le développement back-end. C'est savoir comment structurer des données. C'est pas tout à fait comme la data science qui va qui va beaucoup plus aborder le sujet de l'enrichissement des données, disons.
et la valorisation de ces données-là, une fois qu'elles sont enregistrées. Moi, c'est beaucoup plus quel tunnel je vais utiliser, quel canal je vais utiliser, dans quelle mesure je vais pouvoir réaliser ça sans perdre en performance. C'est ça mon job. Ok. Et du coup, Jessie, j'ai une question pour toi. Donc, tu disais que tu avais choisi le freelance pour une question on va dire, de management dans tes anciennes expériences. Est-ce qu'aujourd'hui, tu y trouves ton compte? Absolument. Au début, c'était assez compliqué parce qu'il y a forcément le syndrome de l'imposteur qui joue, le fait que je sois une femme, le fait que je sois jeune, le fait que je sois noire. Mes tarifs paraissaient, par exemple, j'avais l'impression de faire un affront à certains prospects masculins à chaque fois que je leur présentais un devis. Par contre, lorsqu'il s'agit de collaborer, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que j'ai très vite pu collaborer avec des pairs, mais avec d'autres personnes, d'autres développeurs, d'autres community managers, etc., noirs, et qui ont tout de suite voulu travailler avec moi. Et aujourd'hui, j'essaie vraiment d'évoluer, de migrer. Délègue, qui forme et qui délègue et qui fait beaucoup de gestion de projet, plus de gestion de projet sur comment on avance sur l'application, la fonctionnalité, enfin les deadlines. Moi, ça me passionne de pouvoir créer l'opportunité et faire de la place aux autres aussi. Donc, c'est quelque chose qui me convient totalement. Ah, super. Là, pour le coup, j'ai une question un peu pour tout le monde. Vous avez un peu chacun parlé de vos parcours très différents. Est-ce que vous avez ressenti dans vos expériences qu'il y avait quand même ce besoin d'avoir un parcours très typé pour pouvoir faire de la tech ou bosser dans la tech au global aujourd'hui? Si on commence par Suzanne, vu que tu avais commencé. Ton micro. J'avais coupé mon micro, désolée. Donc, à un moment, oui, j'ai eu ce sentiment parce que je sortais du domaine financier, bancaire, et je suis tombée dans la tech. Je n'avais pas la formation, donc ça ne me donnait pas cette légitimité. Mais pour autant, comme j'étais dans une SS2I et que c'était intéressant pour moi d'avoir ce bagage financier et comptable, donc j'ai évolué. Mais je sentais qu'il y avait quand même une petite réticence, pas de la part de mon manager ou du management tout simplement, mais parfois de la part des clients, parce que je n'avais pas ce bagage-là. Et c'est pour ça que j'ai eu une première expérience qui m'a sorti un tout petit peu du domaine comptable. J'ai voulu la compléter par une autre expérience qui m'a encore sorti davantage de mon domaine de formation, et j'ai continué ainsi. Donc maintenant, je suis plus chef de projet SI que une personne voilà, qui avait ce background comptable et financier. Et aujourd'hui, certes, j'ai toute ma légitimité dans le domaine SI, mais j'ai perdu, voilà, de fil en aiguille, j'ai perdu ce que j'avais construit en début de carrière. Il me fallait gagner en fait cette légitimité-là, ce respect, ce tampon presque qu'on met, cette sorte de validation qu'on met sur mon profil pour dire ok, c'est bon, elle saura faire le boulot. Okay. Et Cindy, est-ce que tu as ressenti la même chose aussi? Complètement. Complètement, parce que quand j'ai commencé à rejoindre des startups, j'ai vu beaucoup de personnes évoluer, passer de postes à d'autres, avoir des promotions, et c'était des gens qui avaient pour la plupart d'entre eux des diplômes d'école de commerce que je n'avais pas. C'est une chose qui m'a beaucoup bloquée dans l'évolution de ma carrière. Enfin, déjà, je venais absolument pas des milieux de mes collègues, vraiment rien à voir. Je parlais pas forcément leur langage. Je me suis adaptée, comme on le fait tous et toutes ici, je suppose. Mais voilà, il faut s'adapter. Et oui, ça m'a beaucoup bloquée. Par la suite, quand j'ai fait ma reconversion, je suis passée par une formation en 5 mois dans un bootcamp qui s'appelle la White Code School. Et bon, c'est en fait quasiment tous les bootcamps sont les mêmes. Les programmes sont vraiment très très similaires. En fait, c'est vraiment des bootcamps pour les autodidactes, c'est-à-dire que ça accélère la formation, mais ça ne donne pas toutes les clés, ça n'a rien à voir avec un
un bac+2 en IUT, ça n'a rien à voir avec un bac+5 en école ou alors en fac, c'est encore autre chose. C'est vraiment pour les gens qui apprennent, enfin qui aiment et qui peuvent apprendre seuls. Et quand j'ai commencé à chercher du travail, quand j'ai commencé à postuler pour mon premier stage après la formation, ben, j'ai rencontré que des murs parce que j'avais pas la bonne formation. J'étais junior, j'étais une junior de 29 ans ou 30 ans à l'époque. Mais voilà, il fallait que j'ai mon tampon, comme Suzanne disait, ma carte de visite. Et je ne l'avais pas. Et c'est une chose que je ressens encore maintenant dans le travail, dans mon dernier emploi, parce que je suis actuellement sans emploi. Mais quand j'étais chez mon dernier employeur qui est Open Classroom, j'ai senti qu'il y avait une différence entre les gens qui avaient fait une certaine école et puis les autres, ceux qui pensaient d'une certaine façon et puis les autres, ceux qui arrivaient avec une certaine culture de la programmation et les autres. Même si en apparence tout le monde était vachement ouvert, en réalité hein, le naturel revient au galop et c'est une chose qui m'a bloquée, clairement. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Jessie ou Christopher? Personnellement, moi, j'ai fait une semaine en SS2I pour du back-end et le back-end ne me convenait pas de toute manière. Mais pendant cette semaine, j'étais la seule femme et la seule noire et c'était en fait une formation qui était censée mener à un contrat. Et pendant cette formation, moi, ce que j'ai ressenti, c'est que j'étais avec des personnes qui étaient toutes... elles n'étaient pas néophytes. Elles avaient toute une certaine passion du développement. Ils n'étaient pas forcément formés, mais ils étaient fortement passionnés et ils étaient très avancés, en fait. Et il y avait un tel mur entre moi et le reste qui était, d'ailleurs, comme je le dis, j'étais la seule femme et la seule noire. Donc, il y avait un tel gap que à la fin de la semaine, le formateur ne me parlait même plus. Il ne parlait qu'à la classe et je posais une question sans qu'on ne me réponde. Donc, c'était vraiment... je pense que le syndrome de l'imposteur aussi commence avec ce genre de petites choses parce que moi, quand je suis arrivée, j'ai eu cette place sur la base de toute manière, c'est accessible à tout le monde et tu vas pouvoir t'adapter alors qu'en réalité, je m'aperçois qu'il y avait certains prérequis, certaines compétences et certaines connaissances qu'il aurait fallu avoir avant de commencer cette formation. Et donc, lorsque moi, je me retrouvais le soir à essayer de rattraper les bases que je n'avais pas, ben, les autres, ils avançaient, quoi. Donc, effectivement, moi, j'ai eu cette impression que pour être développeur back-end, il fallait avoir un profil particulier. D'ailleurs, il fallait être un homme blanc. Et si tu voulais que le formateur te parle, ben, il fallait avoir un certain niveau de connaissance. Et c'est quelque chose qui m'a fortement rebuté d'ailleurs. Est-ce que tu avais essayé de rigoler à ces blagues pas drôles? Je pense que ça, tu vois, c'est un premier début. Tu voulais dire, Christopher? Ouais, du coup, pour ma part, concernant tout ce qui est l'aspect scolaire, pardon, j'ai eu l'impression, notamment par rapport au biais des parents, qu'il fallait être forcément ingénieur pour pouvoir avoir un nom dans ce domaine-là, en fait, du coup, passer par une école d'ingé. Et en ayant ça en tête, du coup, je suis arrivé au bac avec comme objectif une école d'ingé, et j'ai vu les prix, parce que c'est payant, en fait. Et, et une fois que j'ai capté ça, j'ai commencé à déchanter en fait. Et donc du coup, j'en ai parlé à mon frère et on a trouvé une solution du coup, l'alternance en fait. Tout le soi-disant skill que j'aurais obtenu du coup en école d'ingé, je l'ai compensé avec une expérience professionnelle déjà établie derrière en fait. Et c'est cette course à la légitimité, pardon, qui m'a toujours en fait obsédé derrière. Je me suis dit, j'ai pas fait une école d'ingé, est-ce que je vais être légitime à pouvoir dire que je vise l'expertise technique derrière? Et pour moi, c'était vraiment le biais principal. En fait. C'est qu'il fallait être dans une top école, pouvoir prétendre après derrière faire du développement, être pris au sérieux en fait. Parce qu'au final, quand tu sors d'école, on est dans un pays où les mecs ne regardent uniquement que ce que tu as fait auparavant en termes d'études. Et c'est très dur de valoriser du coup une expérience pro en disant ouais mais je suis allé à la fac derrière en fait. Parce que pour les mecs, quand t'es pas allé à, je sais pas, à Centrale ou à Epita, Epitech, Epitruc là, bah ça vaut rien, tu vois. Et c'est d'autant plus vrai pour ceux qui ont fait une formation alternative qui n'est pas diplômante euh, concernant la grille de l'éducation nationale, tu vois, tout ce qui est les formations 6 mois, 1 an, etc. C'est des gens qui ont du mal derrière à se faire valoriser en termes de tech, parce que pour les recruteurs, ces écoles-là ne sont pas des réelles écoles et qu'on attend vraiment un truc d'ingé derrière que tu as payé.
Et justement, toi, comment tu as fait vu que tu n'as pas eu ce parcours un peu tout tracé? 4 ans d'alternance, du coup. J'ai comblé 4 ans d'alternance parce que après le bac, du coup, je suis allé en école privée. J'ai eu un BTS là-bas, donc pendant les 2 ans, j'étais en alternance. J'ai pris un an, j'ai fait une passerelle, du coup, je suis allé en L3. Et pendant ces 1 an-là, j'ai pas travaillé en tant qu'alternant, mais j'étais en initiale. Et donc, du coup, j'en ai profité pour rattraper un retard conséquent que j'avais en termes de développement. Donc, bouquiner, bouquiner, bouquiner. Et j'ai été après admis de droit dans le master du même nom, MIAGE, qui m'avait permis de faire de l'alternance encore derrière et de valoriser après pour mon CDI derrière que j'ai eu. Une expérience de 4 ans, du coup, dans l'informatique, dont 3 en développement. Et après, bah, c'est que du mental. Il fallait prouver, 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 prouver que tu étais légitime à avoir la place que tu as aujourd'hui, du coup. Et ça aurait pu être plus difficile que celle-là a été. Parce qu'en termes de personnes, je suis un mec très orgueilleux, en fait, du coup. Donc, c'était ça. Les gens n'arrivaient pas à rentrer dans ma tête, à me dire, tu n'y arriveras pas ou tu n'es pas, tu mérites pas ta place, en fait, tu vois. Parce que moi, je sais que je l'avais. Donc, voilà. Ouais. Bah, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire et ce que tu as dit juste auparavant, Jessie. Par curiosité, je veux bien que les gens qui sont là, dans le chat, dites-moi si vous êtes le ou la seule noire de votre équipe. Personnellement, je suis la seule noire de mon équipe, de l'étage, et je crois que de l'étage au-dessus et l'étage en dessous aussi. Juste par curiosité, dites-moi. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous aurait envie de partager justement ce que vous avez pu ressentir en tant que personne noire dans ces organisations où en fait on est assez souvent les seuls ou très très peu? Cette obligation de porter un masque, enfin, obligation un peu tacite de porter un masque concrètement ou te lisser ou ne pas faire de vagues quand tu te fais micro-agresser parfois à longueur de journée, ça a personnellement contribué à un épuisement mental et renforcer cette idée que je n'allais pas être heureuse si je restais en fait dans un environnement comme le salariat en fait. Je me souviens, après ma formation webmaster, qui était une formation du Conservatoire national des arts et métiers de Lille, donc pas une grosse école déjà, ma formation, pendant ce stage, j'avais une collègue qui, je ne sais même pas, on était en studio de développement et je ne sais pas comment on est arrivé à cette conversation. Moi, je ne parlais pas, c'était une conversation qui avait lieu entre mes collègues et cette collègue se met à clairement assumer sa position et son soutien à Marine Le Pen, supposant, enfin, c'est même pas en supposant, disant clairement que il y en avait marre des étrangers, les étrangers prennent nos emplois, etc., etc. Et moi, j'étais dans cette salle et j'ai eu l'impression de ne... Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Parce que je ne pouvais... On est toujours dans ce dilemme du est-ce que je réagis et je passe pour la femme noire en colère ou la personne qui dramatise ou la personne qui en fait trop, qui réagit, etc. Et de toute manière, personne ne va me croire, personne ne va prendre mon côté parce que je suis la seule femme noire. Ou est-ce que je me tais, mais je prends aussi le risque de laisser penser que dire ce genre de choses en face de moi, qui suis une femme noire, qui suis une fille d'immigrés, c'est normal. Et une fois, on ne dit pas, mais au bout de 6 mois, 1 an, 3 ans, ça commence à faire beaucoup. Et cette limite obligation à porter un masque. Et à côté de moi, mon collègue qui était sur du back-end aussi, qui était marocain, lui aussi s'est tu. Et on a pourtant senti la gêne dans le studio. Mais personne n'a parlé. Et au bout de 15 minutes, les gens sont passés à un autre sujet. Et c'est une chose assez difficile à expérimenter. Et pour moi, depuis que j'ai quitté cet environnement, je ne porte plus jamais de masque. Alors certes, ça m'a peut-être porté préjudice parce qu'après ça, j'ai cherché aussi d'autres opportunités. Mais je préférerais être disqualifiée sur mes opinions personnelles parce que j'ai tenu à être respectée en tant qu'être humain, plutôt que d'être acceptée tout le temps en portant un masque, en fait. Et c'est pas pour juger les autres personnes parce que du coup, c'est vraiment pas facile. Moi, je comprends en fait l'ambivalence et la difficulté, mais moi, je ne pouvais juste plus supporter ça, en fait. Pour moi, c'était une violence envers ma propre santé mentale et mon bien-être au travail. Je veux faire ce que j'aime sans qu'on m'agresse et je vois pas, si moi, je n'ai pas le droit d'amener la politique
à mon travail, je vois pas pourquoi les autres devraient avoir ce privilège de pouvoir l'assumer sans qu'ils n'aient à faire face de conséquences. Parce que je pense que si moi j'avais ramené mon africanisme dans le studio, ça aurait jeté une gêne pour tout le monde, quoi. Donc, ouais. Sur le sujet du masque, il n'y a pas très longtemps, à mon travail, on a fait une session de team building, on va dire. On a fait des tests de personnalité et apparemment, je suis une personne très stoïque dans ma vie personnelle, mais apparemment, dans mon travail, j'ai appris à sourire, à montrer mes émotions et à être beaucoup plus joyeuse que je ne le suis normalement. Et je pense qu'en fait, on porte tous et toutes ce masque, qu'on s'en rende compte ou pas, parce que clairement, je ne m'en étais pas rendu compte. Et en fait, c'est une technique de survie, en fait. On sait que que nous sommes dans ces environnements-là et qu'il faut que l'on s'adapte. L'un ou l'une d'entre vous voudrait rajouter quelque chose? Oui, ben, j'ai eu à vivre ce genre d'expérience. Moi, c'était assez particulier. J'étais en formation avec des pairs, donc des personnes qui ont le statut de chef de projet comme moi. Et on était à table, donc ce sont des grosses sessions de formation en présentiel qui durent 3 jours dans un cadre assez sympa, un château dans l'Oise, super joli, vraiment tout est fait pour qu'on soit dans la détente et qu'on se concentre pour bien intégrer les notions. Donc à table, au dîner, donc une grande tablée. À ma droite, j'entends que ça rigole, ça chahute, ça rigole, tandis que moi, je discutais avec la personne qui était à ma gauche. Donc à un moment, je tourne la tête pour essayer de rattraper la conversation. Après, en soi, j'entendais des blagues. Bon, ce n'étaient pas des blagues qui étaient destinées aux personnes noires, mais c'était des blagues extrêmement xénophobes, en fait. Et tout le monde rigolait, notamment une jeune fille qui, j'ai pas trop compris, elle était réunionnaise. Et moi, mon principe est qu'à partir du moment où on se moque d'une communauté, même si ce n'est pas la communauté noire, ça veut dire qu'un jour, tu vas t'en prendre à nous, en fait. Parce que moi, je suis une communauté, je suis une minorité. Si tu tapes sur une minorité, demain, tu changeras juste d'autres de minorité, en fait. Et elle rigolait, elle lançait des blagues aussi. Moi, ça m'a étonnée. Donc, je les ai regardées et je voyais que tout le monde se marrait et je sentais, tu vois, cette envie de « mais pourquoi tu rigoles pas ?» Et moi, je regarde, je dis « non, je rigole pas. Si vous vous moquez des juifs, demain, il faut vous moquer des noirs. » Donc non, ça ne me fait pas rire. Et ça ne me fait pas rire du tout. Et voilà, il m'est arrivé des expériences où, bon, avec les collègues, finalement, je ne me gênais pas, je les calmais. Moi, personnellement, je les calmais. La seule fois où j'ai eu à m'écraser, c'est lorsque je passais un entretien. J'étais jeune diplômée, j'avais un petit peu d'expérience, mais pas tant que ça. J'étais en province, ça m'a marqué, hein. Et donc, je déroule mon CV et je raconte que voilà, j'ai été diplômée d'un DUT. Et pour valider mon DUT, donc, j'ai fait un stage en cabinet d'expertise comptable et puis j'ai été faire mon stage au pays, au Sénégal. Et là, je vois donc la directrice du cabinet d'audit qui me fait passer l'entretien et le directeur du service comptable qui me regardent, qui me disent « Vous avez fait la comptabilité de noix de coco et des bananes. » Et ils étaient morts de rire. Ils étaient morts de rire en disant cela. Je suis restée stoïque et je les ai regardés. Et je pense à ce moment-là, ils venaient de comprendre ce qu'ils ont dit. Et ils ont ri, puis à un moment, ils se sont ressaisis. Je pense qu'ils venaient de comprendre à quel point c'était bas et raciste en fait. Mais je me suis écrasée parce que j'avais besoin d'un emploi. J'étais jeune diplômée, je n'étais pas en position de force et je me suis tue. Et ça m'a vraiment piqué d'entendre ça parce que j'étais quand même dans une structure, un vrai cabinet d'expertise comptable. J'ai audité de vraies sociétés qui avaient, d'une vraie structure en fait. Et entendre ça, au XXIe siècle, voilà, là, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Mais par contre, quand je me retrouve dans le milieu du travail et que c'est une personne avec qui je bosse, je ne me gêne plus. Je les calme tout de suite. Peu importe ce qui se passe, après, la hiérarchie est là pour trancher. Bon, j'ai l'avantage d'être souvent dans des équipes et on a une hiérarchie. Et bon, je me dis, si jamais c'est escaladé, la hiérarchie, elle est là pour trancher. Elle a son opinion, j'ai la mienne. On peut ne pas être d'accord, mais j'exprimerai mon opinion aussi. Voilà. Mon vécu. Dans le chat, tout le monde est d'accord, c'est grave. C'est hyper violent
comme commentaire de recevoir ça. Ouais, ouais. Que vous voulez partager quelque chose, Christopher, Cindy? Ouais, moi j'ai vu plein de choses. J'ai connu énormément de choses. J'ai pensé à une chose aujourd'hui. Dans la première agence où j'ai travaillé après être passée par mon bootcamp de développement back-end, on aidait beaucoup un de nos clients à recruter en interne. En fait, il voulait nous garder comme prestataire, mais il voulait aussi une équipe de développeurs pour lui. En gros, ça l'arrangeait et du coup, on l'aidait un peu à regarder des profils avec lui sur LinkedIn. Et je me souviens qu'on regardait donc un petit peu de tout. Et quand on arrivait sur une personne qui avait fait une université à l'étranger, tout de suite, il y avait un blocage pour lui, pour le client. Et d'autant plus si c'était l'université marocaine ou tunisienne. Et il a même fait une blague super bizarre sur le nom de famille de quelqu'un où il a fait un truc du genre ah ouh alors qu'on était en salle de réunion et mes collègues étaient hyper mal à l'aise mais n'ont pas osé, ils étaient tous choqués, hein. Ils n'ont pas osé le reprendre parce que c'était notre vache à lait. Et moi j'étais mais hyper choquée. Et comme mes collègues n'ont rien, du coup, j'ai rien dit, je me suis ratatinée. J'ai vécu ça, j'ai entendu beaucoup de développeurs mal parler des développeurs tunisiens qui seraient moins bons que les développeurs français, comme si 70% des développeurs français n'étaient pas médiocres. J'en fais partie, c'est ma famille, donc je le sais. Mais voilà, ça a été aussi avant, quand j'étais dans un service client, c'est une histoire que j'ai racontée sur Twitter. En 2014, toute l'équipe voulait regarder les matchs de la Coupe du Monde. Les responsables étaient cool, du coup on pouvait regarder des matchs ensemble en fin de journée, dans la cuisine, tout autour de la table. Et dans la Coupe du Monde, il y a des équipes du monde entier, des équipes africaines avec des Noirs et des noms de Noirs. Et l'un de mes collègues du marketing, blanc, école de commerce, chouchou du boss, s'amusait à faire des commentaires avec des accents africains. Bonjour Michel Leb. Le fameux. Voilà, le seul et l'unique. Et en fait, certains rigolaient, mais moi, en fait, j'avais la moutarde qui montait au nez. Et ça m'énervait de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et puis au moment où j'allais réagir, le responsable qui était présent m'a interrompu en disant couchez Cindy. Oh, Donc, ok. car je suis une chienne. Et voilà, donc c'est ça. Ça a été aussi la fois où j'ai été harcelée par des responsables bon, qui en gros n'étaient pas contents du fait que j'expose mes opinions sur le boulot. Ça ne m'empêchait pas de faire mon taf, mais apparemment, le fait que je sois une femme noire qui sortait d'un milieu différent, pour eux, c'était un affront en fait supplémentaire. Et du coup, j'ai eu droit à un entretien absolument horrible avec ma N+2 qui a dit que j'avais des problèmes de colère, que j'étais très immature, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi. Mais qui en réalité, 2 semaines plus tôt, avait acheté la même paire de lunettes de vue que moi. Donc, faut croire que certaines choses étaient plus répréhensibles que d'autres chez moi. Donc, j'ai vécu beaucoup de choses douloureuses dans ce milieu. Le fait est que, quel que soit le poste qu'on a ou la place qu'on a, en fait, il n'y a rien qui protège. Le fait d'être devenue une développeuse et donc une personne presque indispensable dans une équipe, en vrai, ça m'a absolument pas prémunie contre ce type de situation parce que le racisme ne connaît absolument pas de classe. Donc c'est difficile. Ça demande du repos, ça demande de se protéger énormément. C'est ce que je fais. C'est pas tout le temps horrible, tous les jours, mais quand ces choses-là arrivent, même si on s'y attend, c'est toujours une claque. Et c'est quelque chose que tu disais surtout dans ton thread sur Twitter, c'est quand on arrive dans la tech, on a cette image de bienveillance. Tout le monde est sympa, tout le monde est gentil, tout le monde est en jean basket. On a cette idée d'entreprise totalement horizontale où il n'y a pas vraiment de hiérarchie et tout le monde est cool. Mais par contre, on se rend compte qu'en fait, il y a toujours des systèmes, des classements qui existent dans les organisations, quoi. Tout à fait. Christopher, tu veux rajouter quelque chose? Et à ce niveau-là, j'ai pas un vécu tellement chaotique, dans la mesure où déjà je suis un homme et je sais que les gens se permettent moins de choses avec les hommes qu'avec les femmes.
Mais c'est déjà arrivé à l'école, en fait, et ma réaction, c'est tout de suite réagir en réalité, tu vois. Parce que j'ai préféré me coltiner une image de mec à qui on peut ne rien dire, plutôt que d'avoir des mecs qui se mettent juste à dire des choses qui pourraient qui pourraient me rendre ouf, en fait. Et cette stratégie-là, je l'ai importée dans le monde du travail également. Et je préfère avoir l'air fermé du coup et être en gros le dernier mec à qui on peut faire ce genre de blague-là, plutôt que d'essayer de sympathiser et de voir un jour que voilà, on te frappe avec un truc que je ne répéterai pas. Mais voilà. Alors, je ne sais pas pour vous, dans vos organisations respectives, ou ceux qui sont freelance, je pense que ça va. Mais la situation actuelle, ce dernier mois, ces derniers 2 mois, où en fait on voit un peu partout dans le monde où les gens se réveillent et se rebellent contre les violences policières et le racisme, comment ça a été pris en charge dans vos entreprises françaises? Moi, typiquement, je sais qu'une collègue m'a dit comment ça va en ce moment. J'avoue, c'est dur, j'ai beaucoup de mal, je dors pas. Nanana. Elle me répond c'est vrai que le confinement, c'est difficile. Donc, en plus de ne pas pouvoir dire grand-chose sur nos vécus, on sent vraiment qu'il y a une différence de compréhension aussi de ce qui se passe dans la société plus globalement, quoi. Je vois qu'on arrive au bout de l'heure, 19h45 à peu près. On est dans le bon timing. J'ai vu qu'il y avait pas mal de questions déjà sur Slido, donc on va peut-être passer sur les questions. Je sais pas, Tololopé, tu veux nous passer les questions ou tu veux que je m'en occupe? Euh, tu peux passer les questions si tu veux. Ok. Alors, on a pas mal de questions anonymes et ceux qui ont mis leur prénom, si vous voulez allumer votre micro et poser la question vous-même, n'hésitez pas. L'une des premières questions qu'on a eues, c'est pour toi, Christopher, pour avoir le lien de Noir et Tech. Je pense qu'on peut vous trouver sur Twitter, si je dis pas de bêtises. Ouais, carrément. Donc Twitter, tant que je ne dise pas de bêtises, je vais vérifier, mais c'est noir et tech, forcément. Et est-ce que c'est tout collé? Attention. Ouais, tout collé, noir et tech. On pourra vous envoyer le lien par mail vu que vous êtes inscrit par la suite. Une question du coup pour Christopher et Cindy, vos langages de programmation. Oui, Christopher. Ok, j'y vais. Du coup, je fais du web, du mobile et du back-end. Donc, principalement, ma techno de prédilection, c'est JavaScript, que je bosse essentiellement en TypeScript maintenant. Côté back-end, je gère du coup le Python. Je suis très très avancé en Python, notamment parce que j'ai fait beaucoup de data avec. Donc, Python en back-end. Je fais maintenant aussi du Dart, du coup, nouveau langage de Google, enfin nouveau langage, non, ancien langage qui a été fait par Google, qui avait pour but de remplacer JavaScript, mais qui n'a pas forcément eu cette vocation-là, mais qui est réutilisé aujourd'hui pour du coup du back-end et du mobile avec Flutter. Mm. Et je fais aussi du Swift, mobile natif pour iOS. Et j'en ai sûrement oublié, mais c'est vraiment mon cœur de langage du coup. Et je taffe aussi pas mal avec les langages de type ML, comme ReasonML, OCaml, tout ce qui est fonctionnel en fait. C'est un truc que j'étudie de manière personnelle à côté et qui m'intéresse principalement pour la culture qu'il y a derrière. Et moi, je fais du PHP, notamment avec le framework Symfony. Et parfois d'autres choses, mais très, très épisodique. Je fais surtout du PHP. Et justement, la question d'après porte sur la formation. Donc, sur quelle plateforme vous avez pu vous former en autodidacte? Je pense que pas mal de questions sur. Trop de politesse. Bon, allez, j'y vais. Du coup, la plateforme principale francophone, du coup, c'est Open Classroom. Je connais entre guillemets les mecs derrière ça, donc c'est une plateforme qui est vraiment pas mal et qui propose des livres en plus des cours en ligne, type MOOC. Il y a Coursera aussi qui propose des cours gratuits. Et pour tout ce qui est ressources après articles en mode standalone, mais pas forcément des cours derrière, on a dev.to
qui est un site pour des devs, par des devs pour des devs. Et il y a aussi des articles de Medium, mais de moins en moins Medium, parce que maintenant il y a un paywall, pardon, qui fait mal, il est relativement cher en fait, et on n'est pas sûr de la qualité de ce qu'on trouve derrière. Donc c'est un peu dommage. Mais du coup, ouais, Open Classroom, Coursera et Dev.to. Après, il y a les cours, pour ceux qui préfèrent les cours vidéo, il y a les cours de Udemy qui sont pas mal et qui sont généralement genre toute l'année en promo. Le cours il coûte 200 balles, mais on te propose à 10 balles tout le temps, donc coûte 10 balles en réalité. Et pour les bilingues, il y a Plural Sites, pardon, qui propose des cours de qualité avec apparemment des vrais professeurs derrière, mais c'est un autre budget. C'est un autre budget. Moi, pareil, je me suis beaucoup formée. Je suis Open Classroom avant d'y entrer. Sinon, je vais absolument partout, vraiment partout. Je suis les tutoriels de GraphiCart, peut-être que certains et certaines d'entre vous les connaissent, qui sont plutôt bien faits, plutôt clairs. Vraiment, j'essaie d'aller partout et surtout, je parle à des développeurs, à des développeuses. Je vais sur les groupes Slack par communauté, je pose des questions. Je sors en meet-up quand il y en a, ou j'assiste à des meet-up de moi. Je pense que c'est un bon moyen aussi de se former, de se forger des opinions. C'est vraiment de parler le plus possible à des devs un peu expérimentés dans lesquels on a confiance, surtout pour gagner du temps. Mhm. Jessie, tu avais dit quelque chose, mais je ne suis pas sûre qu'on t'ait entendu. Académie aussi. Personnellement, quand je galérais en PHP, c'est une plateforme assez. J'aurais raté mon examen de PHP si je n'avais pas eu Codecademy, pour vous dire. Donc, c'est plutôt pas mal aussi. Ils ont des problèmes de traduction, donc pas hésiter. Si vous n'êtes pas totalement bilingue, vous risquez d'avoir quelques soucis. Mais si vous parlez anglais, ça devrait. Euh, juste pour rebondir par rapport à ce que Cindy a dit, elle a mis l'accent sur un point très important, c'est vraiment échanger avec les gens. J'ai vraiment beaucoup plus appris en parlant et en allant à des meet-up. D'ailleurs, pour participer à des meet-up, il y a un site qui s'appelle meetup.com. Il y a des groupes du coup sur Paris qui font des réunions, qui parlent de tech et tout. Et vraiment en échangeant avec ces gens-là qu'on apprend un maximum de trucs. Faut pas hésiter à aller voir des devs qui sont plus expérimentés, à leur poser des questions en fait. Parce que réellement, l'échange, en fait, la transmission de savoir entre personnes, c'est ce qui vraiment apporte le plus de savoir, j'ai envie de dire. Et une fois que vous pensez avoir un niveau, que vous avez résolu un problème, n'hésitez pas à faire un article dessus en réalité. C'est vraiment très important d'avoir, comment dire, cette culture de transmission de savoir dans une profession d'ingénierie, en fait. Et ça ne peut être que bénéfique derrière, on peut le valoriser. Enfin, vous pouvez écrire des trucs pas forcément nuls, mais genre 1 plus 1 égale 2, et c'est quand même valorisable derrière, quoi. Les gens vont voir qu'il y a vraiment une volonté derrière d'apprendre et de transmettre derrière. Sur la création de contenu, je vous incite à en parler à Jessie parce qu'elle le fait très très bien. Donc n'hésitez pas à la suivre et à regarder ce qu'elle fait. La prochaine question est pour toi, Cindy. Ça porte sur la reconversion. Quelqu'un demande comment s'est passée la formation et comment débuter avec zéro connaissance ou très peu. Alors, comment débuter avec zéro connaissance? Comme on vient de le dire, il y a énormément de tutoriels. Il y en a qui sont vraiment très didactiques, où on commence vraiment pas à pas. Donc là-dessus, c'est important de prendre le temps de choisir la méthode qui convient en fait. Enfin, c'est pas parce qu'on n'arrive pas à faire le tutoriel de Open Classroom qu'on est complètement perdu. Chaque personne apprend à sa façon, on a des cerveaux différents, donc là-dessus, il n'y a pas de bonne manière de faire. Ensuite, concernant ma formation, c'était super intense, mais vraiment, vraiment, vraiment très intense. C'est un rythme vraiment très élevé, avec énormément d'exercices. En fait, c'était une manière de faire qui était pas du tout orthodoxe. On avait une plateforme en ligne, on était censé s'auto-former un peu à la maison quand on avait vraiment la force et l'énergie de le faire. Beaucoup à l'école parce qu'on était obligé d'y être 35 heures, puisque Pôle emploi nous obligeait à y être 35 heures par semaine, en fait. On avait un formateur qui était avec nous, avec notre promo, qui nous donnait parfois quelques cours introductifs, qui parfois étaient là pour nous aider, nous permettre d'accélérer pendant les projets. Ça a duré 5 mois, c'était dur, c'était vraiment difficile, c'était fatigant.
Une semaine, on apprend à faire de l'intégration avec HTML. La semaine suivante, on nous parle de PHP et ensuite, on introduit des concepts d'architecture. Enfin, une folie. Et en fait, ce qui est vraiment important, c'est d'accepter d'être mauvais au début. Quand j'ai accepté que j'étais mauvaise et qu'on n'était plus comme à l'école primaire où il faut avoir un 10 sur 10, faut prouver des choses à l'école, faut prouver des choses à la maison aussi. Quand on accepte ça, qu'on est dans un contexte différent, qu'on est des adultes et qu'on qu'on a le droit d'être nul, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. On subit la chose et on peut admettre qu'on est en apprentissage pour un bout de temps. Je pense que c'est ça qui est assez drôle quand on commence à travailler. On se rend compte qu'en fait, personne ne sait rien et qu'on passe tous nos journées sur Google. Exactement. Une question pour les freelances autour de la table. En tant que freelance, avez-vous envisagé d'ouvrir un marché international? Je pense à ça car dans l'industrie, on n'hésite pas à solliciter des devs en Asie. Vas-y, Jessie. Moi, personnellement, au fur et à mesure que je dialoguais justement avec d'autres développeurs en ligne, je me suis rendu compte que la représentation comptait quand des développeurs qui étaient bien plus calés que moi sont venus me voir parce qu'ils voulaient absolument travailler avec moi ou me proposer de la sous-traitance, etc. Et c'est là que, personnellement, je n'ai pas réfléchi à deux fois. Dans le groupe de développeurs que j'ai une majorité de développeurs congolais. Je n'ai pas forcément réfléchi à deux fois. C'était assez facile pour moi de mettre en place ces contrats de partenariat. Un client a une demande un peu spéciale, je l'envoie vers ce développeur-là. Je prends ma petite commission. Il fait pareil lorsqu'il a besoin de m'envoyer quand son client a besoin de création de contenu et on peut vraiment collaborer. Pour moi, ça n'a jamais été j'ai jamais eu de frein à ça et justement, au travers de cette collaboration, justement, mon but, c'est un peu de casser ce cliché que les développeurs étrangers sont moins bons que les développeurs locaux, en fait. Ils sont parfois même meilleurs, mais littéralement meilleurs. Et quand je pense au Congo-Brazzaville, les développeurs de chez moi travaillent parfois dans des conditions où il y a des coupures d'électricité. Voilà, ils arrivent à faire des merveilles avec des conditions qui sont moins bonnes que les nôtres. Donc, que les nôtres en tant que développeurs en France. Donc, ils ont bien plus de mérite, je dirais. Donc, pour moi, ça n'a jamais été un problème et j'encouragerais même à le faire. Et de ton côté, Christopher? Yep, du coup, j'allais répondre. Moi, tous les clients que j'ai actuellement sont des clients français, du coup. Pour ce qui est des clients à l'inter, j'ai commencé à avoir des demandes, du coup. Là, typiquement, j'allais partir pour Spotify, mais on m'a demandé une relocation à New York. Et par rapport au Covid, c'est un peu mort. Mais en tout cas, il y a de la demande à ce niveau-là, il y a un marché. Et c'est des gens que je trouve ou qui me trouvent par rapport au réseau que j'ai réussi à construire derrière, en fait. Via LinkedIn, via les conférences, via les meetups et tout. Donc, je pourrais le faire, je ne le fais pas encore, mais je vais le faire. On a une question là pour tout le monde sur le développement personnel. Est-ce que ça peut aider à compenser ce manque de reconnaissance qu'on peut ressentir par rapport à son diplôme ou aux formations alternatives, bootcamp qu'on peut faire? Est-ce que vous avez testé le coaching? Vous avez testé des choses comme ça? C'est-à-dire le coaching, dans le sens où c'est nous qui en recevons? Oui, je pense que ça doit être ça. Alors, la personne qui a posé la question, est-ce que tu veux donner plus de... Non, non. On y reviendra tout à l'heure alors. Une question de Leïla. Comment réagissez-vous quand ce sont les racisés qui font des blagues? Faut-il les réveiller? Difficile. Moi, pour ma part, je trouve ça très difficile. Il y a des gens qui sont vraiment dans le déni et qui ont tendance à minimiser. Je pense que c'est une technique de survie aussi, hein, le fait de se dire c'est pas grave, passons à autre chose, c'est rien. Moi, honnêtement, ce qui est important pour moi au travail, c'est de me trouver des alliés. Quand je me retrouve isolée et quand je sens que je peux compter sur personne,
pour moi, c'est la fin des haricots. C'est vraiment la fin des haricots parce que je me retrouve dans des contextes qui sont hyper collaboratifs, où il faut parler un petit peu avec tout le monde. Et si je me retrouve, en gros, pendant une pause déjeuner ou pendant une réunion, enfin, dans n'importe quel contexte, et que, en fait, je vais être la seule à bouder, à faire la gueule, à regarder fixer le sol ou à dire quand même les gars, c'est chaud. Si à côté de moi, il y a un autre noir, par exemple, qui est en mode mais non, c'est bon, c'est cool, bah, en fait, le travail, pour moi, c'est beaucoup trop de boulot. Pour moi, c'est beaucoup, beaucoup trop de boulot et je pense que concrètement, c'est pas forcément quelqu'un qui va être fiable immédiatement. Donc, enfin, voilà, moi, pour ma part, euh, les gens perdus, je préfère ne pas essayer de conquérir leur cœur. Je préfère vraiment me reposer sur les personnes qui sont déjà convaincues. Mhm. Tu as trouvé le bon mot, les gens perdus. Voilà, moi, des personnes racisées qui font des blagues contre nous, enfin, si je peux dire ça comme ça, voilà, pour moi, il n'y a plus rien à faire en fait. Ils sont tout simplement irrécupérables. Et je laisse couler en fait. Je leur donnerai quand même un petit regard du genre, mais tu es sérieux? Mais ça s'arrête là. Mhm. Je garde mon énergie pour autre chose. Ça, je pense qu'il faut se rappeler de la règle de Marie da Silva, qui est la règle des 300 secondes. Que ce soit des racisés, que ce soit des non-racisés, déjà, non-racisés, il y a un problème avec ces termes. Mais que ce soit des personnes issues des minorités ou non, à partir du moment où on perçoit une certaine menace ou une certaine, comment dire, une certaine animosité ou des blagues un peu décalées, j'estime que voilà, comme Marie, on a 300 secondes par jour à leur accorder si on a le temps. Mais normalement, ça devrait être 0 seconde de pédagogie. Parce que j'estime qu'encore une fois, c'est peut-être pas à nous de le faire en tant qu'employé. Ça peut se retourner contre nous aussi si on parle, dans le sens où la personne peut aller porter plainte, enfin déposer une plainte au RH et tu risques de passer encore une fois pour la personne noire en colère, la femme noire en colère ou l'homme noir menaçant, Black Panther. Donc ne pas ça ne sert à rien de vous griller pour des personnes qui devraient s'éduquer elles-mêmes en dehors du lieu de travail, plutôt que de venir vous déranger avec leur haine d'eux-mêmes. Je pense que ce que je vois, moi, derrière cette question, c'est vraiment ce côté quand tu es, je sais pas, la troisième, quatrième, cinquième personne racisée qui arrive et qu'en fait, celle qui était là avant acceptait les blagues, acceptait les remarques un peu désobligeantes et que toi, en fait, tu arrives, tu te dis, bah non. Et du coup, bah, c'est ce que tu dis, tu es la femme noire en colère, tu es le mec chiant qui rigole pas aux blagues des gens. Et je pense que là, ça devient un peu difficile, quoi. Alors, si on continue les questions. Ah, mais vous en avez posé beaucoup, en fait. Alors, Suzanne, on te demande si cette expérience que tu as vécue en entretien était à l'image du reste de ton travail dans cette société. Justement, ça ne s'est pas bien passé avec ces personnes avec lesquelles j'étais censée travailler. Hein. Et bon, je ne veux pas tout de suite lever la carte du racisme. Hein. Au quotidien, quand on travaillait ensemble, ça allait. Et donc, la raison pour laquelle nous nous sommes séparés, c'est que son recrutement n'était pas adapté. Elle attendait de moi, qui était une jeune diplômée, de venir et révolutionner en fait le service audit d'une grosse banque de la place, en fait, d'une énorme enseigne. Donc, chose qui était totalement disproportionnée par rapport au niveau de connaissance et d'expérience que j'avais. Donc, nous avons dû nous séparer. Et c'était pour mon plus grand bonheur, finalement. Alors, j'ai une question un peu difficile, pas de pression, si vous n'avez pas envie d'en parler, ça passe. Quelqu'un demande si on peut parler salaire. Oui. Vas-y, commence Christopher. Est-ce que tu es à l'aise? Est-ce que tu veux partager combien tu... Ouais, carrément. Alors, parce que en fait, c'est important d'en parler parce que justement, les gens n'ont pas d'échelle de grandeur et souvent se font avoir au final, tu vois. Donc, du coup, petit historique. En tant qu'alternant, j'ai voulu négocier, c'est jamais passé. Et donc, du coup, j'étais au salaire minimum d'alternant, donc un bon 1002 balles, donc quatrième et cinquième année. En CDI, du coup, j'ai eu mon premier CDI à 40K brut par an, du coup, en tant qu'architecte logiciel pour une SS2I.
À la fin de ces... Je suis resté un an là-bas, en fait. Hein. À la fin de ces un an, j'aurais pu négocier pour upscale un minimum, mais je suis parti en tant que freelance, du coup. Et mon freelance, je l'ai commencé 6 mois avant la fin de mon CDI et j'étais à un tarif jour, du coup, un tarif jour j'étais à 380. J'ai rencontré un mec avec qui j'ai travaillé qui n'était pas, désolé pour lui, c'était pas un génie et il prenait du 600 balles. Donc, je me suis dit, bah écoute, je vais m'aligner. Et bah, en fait, je ne l'ai pas fait réellement. Je me suis arrêté à 450. Mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et je suis à 450 jours en tant que freelance, du coup. Donc là, mon client, je l'ai depuis 6 mois et par mois, je fais des factures de 9000 balles achetées. Et sur les 9000 balles, vu que je suis auto-entrepreneur, il y a 20, je préfère mettre 20% de côté. Normalement, c'est 16% le taux de toutes mes cotises. Mais je mets 20, comme ça au moins je sais qu'il n'y aura jamais de problème. Et je garde le reste pour moi. Voilà. C'est beau, ça donne envie. Moi, je suis dans le service public, clairement. Je suis pas à ce niveau-là. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager? Vous n'êtes pas obligé. Hein. Si vous n'avez pas envie de partager ces informations, ça se comprend. Perso, je me rends compte avec Christopher que je me dévalue beaucoup. Parce que Augmente. Oh, mais je vais m'aligner. Moi, personnellement, j'ai une manière de facturer qui est totalement différente dans le sens où je facture pas au jour. Je donne un délai de développement. C'est un forfait, un pack en fonction, enfin, complet en fonction de la demande. Et par contre, je ne commence pas en dessous de 1000. Je ne vends pas de site internet en dessous de 1000 euros. Et plus on monte, on peut aller. Alors, les applications, c'est 10 000 minimum, par contre. Les sites internet, ça va, mon maximum il est à 3500, mais ouais, non, je vois que Christopher fait du 9000. Augmente. Il est temps de raise it up. Après, il y a aussi cette volonté peut-être d'aider aussi d'autres petits entrepreneurs, donc des personnes qui débutent, etc. Je me vois beaucoup en eux et je comprends à quel point, encore une fois, la représentation compte, parce qu'à partir du moment où j'ai annoncé que j'étais freelance, etc., il y a plein de personnes qui sont venues vers moi sans avoir vu mes anciens sites internet, mais qui m'ont dit, il y a une femme noire qui développe des sites internet et je veux travailler avec toi parce que tu es une femme noire. Donc, il y avait ce côté-là aussi, mais oui, non, on va augmenter. Je vais prendre le d'un homme blanc. On en rigole, hein, tu vois, on en rigole, mais enfin, quand tu prends vraiment le marché tel qu'il est actuellement et par rapport à l'expérience que j'ai actuellement, je suis même encore en dessous de ce que je pourrais demander, tu vois. Parce que là, par habitude, c'est le même mec, je vais pas lui dire d'un coup, bon, bah écoute, mon gars, tu vois, il va me dire, ouais, bizarre ton truc, tu vois. Mais c'est vraiment important d'en parler, de se tenir à jour, du coup, et de voir ce qui est fait sur ton territoire et à l'étranger, du coup. Parce qu'en fait, le tarif que je donne là actuellement, c'est mon tarif de base. Mais pour des clients qui sont, par exemple, aux States, je vais vraiment augmenter le truc. Ils sont habitués à payer cher, en fait, tu vois. Pour des clients, du coup, où le projet me plaît et que j'ai envie vraiment d'aider, je n'ai pas forcément facturé aussi cher, tu vois. Il y a tout est toujours contextuel, mais dans la moyenne, voilà le chiffre en réalité, tu vois. Et justement, comment tu te tiens au courant sur le marché français ou américain des prix qui sont facturés? T'as un site du coup un peu type Monster qui s'appelle angel.co, qui en gros répertorie tous les tafs en startup, en licorne, entre guillemets, licorne, que tu peux trouver dans les différents pays du coup du monde. Et je me fais ça pas tout le temps, mais au moins une fois par mois, j'ai regardé ce qui se fait du coup et ce que les gens demandent comme tarot. Et par rapport à ça, du coup, par rapport à l'expérience que j'ai, j'ajuste. Il y a aussi une autre communauté qui s'appelle Crème de la Crème, qui était initialement fermée du coup aux gens qui n'étaient pas de grandes écoles. Ils ont vu que c'était mort pour eux, donc du coup ils ont ouvert le truc. Forcément, on n'a pas tous 10 000 balles à claquer par an. Et là-dessus, les missions que les prestataires postent, du coup, tu as le TJM qui est affiché, du coup, et qui te permet de faire le comparatif entre ce qu'ils demandent, ce que tu proposes, ce que les gens acceptent ou non, tu vois, parce que les gens peuvent réagir aux missions qui sont arrivées sur la plateforme, et tu peux prendre la température. Si tu vois que pour une mission d'architecte, on demande 4 ans d'expérience, et on demande, je sais pas, 400 balles, et que tu vois les gens ne sont pas contents, tu te rends compte que du coup, le prix n'est pas assez adapté par rapport à ce que les mecs veulent.
Et donc, du coup, bah, artificiellement, tu montes ou tu diminues ton prix, quoi. Alors, on a une autre question qui est un peu en lien avec celle-là, c'est la question du réseau. Vraiment, que Jérémy demande à quel point pensez-vous que le fait de se créer un réseau est important, que ce soit freelance ou salariat? Alors, personnellement, le réseau, c'est quelque chose qui m'est salvateur à chaque fois. Avoir d'autres entrepreneurs me permet de relativiser sur mes difficultés en tant que freelance et me permet aussi parfois, je vais parler avec des entrepreneurs qui atteignent les objectifs que moi, je veux atteindre. Et donc, du coup, qui m'aident aussi un petit peu à mettre en place, par exemple, je sais pas, un parcours client, remettre en question la manière dont je me vends, ma prospection, ma stratégie com, etc. Et c'est ce qui me permet vraiment de continuer d'avancer. Lorsqu'on est freelance, on ne se doute pas au début, mais on va expérimenter la solitude du freelance. Et cette solitude, lorsqu'on est issu d'une minorité, elle est vraiment pas sous-estimée. Donc, c'est pour ça qu'il y a des groupes comme Noritech qui sont aussi importants. C'est de pouvoir relativiser et avoir du conseil. Et puis aussi parce qu'il y a le système de recommandation et que le système de bouche à oreille fonctionne 3 fois mieux lorsqu'on a bâti de bonnes relations, des relations de qualité, que ce soit avec un ancien client, que ce soit ton cousin. Donc, personnellement, plus on entend parler de moi, mieux c'est. Moi, je fonctionne comme ça. Et ne jamais avoir peur de faire ce que j'appelle un shameless plug. Ne jamais avoir peur de mettre en avant le fait que vous êtes développeur, même salarié, le fait que vous êtes en freelance, etc. Vraiment, pour moi, c'est quelque chose qui m'est venu assez naturellement parce que j'ai tout de suite compris que personne ne se fait seul. Le self-made n'existe pas. Donc, en tant que freelance, j'en avais besoin. C'est vital. C'est même vital. Pour appuyer sur ce que tu disais, Jessie, je le vois, moi, quand j'étais enfin, je suis encore en entreprise, mais j'ai travaillé en équipe, j'entendais souvent mes supérieurs venir débriefer lorsqu'on avait besoin de recruter de nouvelles personnes. Et ce qui était marrant, c'est qu'il y avait 2 critères qui revenaient souvent lorsqu'ils débriefaient après un entretien. Ils retenaient souvent que le fait que la personne présente bien et la personnalité. Et parce qu'en gros, la personnalité, c'est ce qui fait l'entente en fait au sein du travail en équipe, l'entente avec le client, le fait qu'on ait envie de pousser ce consultant pour qu'il évolue. Donc tout ça pour dire que c'est bien d'avoir un réseau, mais il faut aussi avoir la bonne attitude face à ça. Faut être proactif, enfin, c'est quelque chose que j'ai souvent entendu hein, quand j'étais étudiant ou quand j'ai fait des petits boulots avant de commencer à travailler, à savoir les collègues, ce sont des collègues. Je ne fais pas de potes au boulot, mes potes sont après le boulot. Ok, très bien, les potes sont dans la vie perso, mais il peut arriver qu'on s'entende très bien avec des collègues et qu'on essaye aussi de tisser, ne serait-ce qu'une relation professionnelle, mais en tout cas une relation professionnelle, cordiale, et donner envie à l'autre aussi de venir vers nous, de nous confier plus d'activités, plus de missions, et de fil en aiguille, on est porté. Donc, de par mon expérience et avec du recul, c'est ce qui s'est passé pour moi quand j'étais en entreprise. Et bon, je n'étais pas totalement la personne qui cherchait à bosser son réseau ou quoi que ce soit, mais j'étais dans un environnement réellement bienfaisant, avec des personnes très agréables, une hiérarchie qui soutient. Et, et de fil en aiguille, en fait, j'ai montré aussi que ça m'intéressait, donc on m'a porté, on m'a poussé. Et là où je rencontrais d'autres personnes, d'autres consultants qui travaillaient sur les mêmes applications que moi ou sur d'autres parties d'applications qui n'étaient pas de mon périmètre, eh ben, j'ai gardé le contact avec ces personnes à un point où, au moment où je cherchais un emploi, j'ai d'abord diffusé mon CV à mes contacts ou à mes anciens collègues avant de le mettre sur les job boards. Et j'ai eu beaucoup de retours, ne serait-ce qu'avec les tentatives de cooptation qu'ils ont faites. Donc, c'est super important, partout où on va, de laisser une bonne image, de vraiment bosser son personal branding. Je n'y croyais pas, mais c'est quelque chose qui marche. Et là où comme je l'ai dit, où j'ai vraiment compris, c'est que ACV égale sur un profil fonctionnel,
eh ben, on retient la personne qui a su bien se vendre, en fait, qui avait une bonne personnalité et qui présentait bien. Et ça se tient à des petits détails, hein. Euh, des petites blagues en entretien, faire un petit sourire, faire un petit lien quand le recruteur dit quelque chose, on le récupère et, et il sort de là enchanté. Enchanté. Et ça ne veut pas dire qu'on est meilleur que celui qui est passé avant nous, mais en tout cas, on lui a laissé une meilleure impression et c'est nous qui le rappellera. C'est très sérieux, mais c'est ce qui marche aussi. Moi, pour ma part, je trouve que le réseau est important, mais pas pour les mêmes raisons. C'est juste que dans le métier dev, souvent, on va tester techniquement les candidats et les candidates. Mais en fait, aucun test n'est infaillible. Et c'est là qu'on regarde les CV ensemble et quelqu'un dit, moi je le connais, moi je la connais, elle a travaillé avec machin, c'est comme ça qu'ils réfléchissent, ils ont fait un post de blog, ils ont l'air de travailler comme ceci, comme cela. En fait, c'est pratique, disons, de connaître les gens pour enlever le doute sur le plan technique. C'est des choses que j'ai beaucoup vues quand je participais au recrutement. Et c'est des choses qui m'ont aidé aussi. Je sais que j'ai réussi à décrocher mon poche chez Open Classroom, pas uniquement pour mon talent, sachant que le processus de recrutement a été vachement long. Je ne sais plus combien d'entretiens j'ai passé. Honnêtement, ça a dû durer un mois, un truc comme ça, le processus de recrutement. Euh, En fait, je pense que ce qui a aidé, ça a été quand mon N+1 a regardé qui me followait sur Twitter, avec qui je discutais sur Twitter, qui étaient mes amis et qu'est-ce que ça pourrait apporter à moyen terme, à long terme. Donc, on peut considérer ça comme... c'est une considération qui est plutôt superficielle, mais en réalité, quand des boîtes veulent travailler leur brand, en fait, leur brand technique, c'est bien de connaître les bonnes personnes, de traîner, de boire des verres et faire des dîners avec les gens cool. Bah justement, tu as parlé de Twitter. Est-ce que tu aurais d'autres conseils à donner sur comment construire ce réseau, justement? Oui, donc bon, déjà, je crois que plutôt on a parlé de publier du contenu. Ça, je pense que ça aide à attirer l'attention, c'est quand même pas mal. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de commencer à parler, commencer à expliquer dans des conférences, dans des meet-up. Même si finalement j'ai parlé chaque fois de la même chose, même si j'ai rien inventé. En fait, les gens viennent vous parler, euh, vous poser des questions, retiennent vos noms, retiennent ce que vous avez pu dire, et puis on discute avec d'autres personnes, et puis vous pouvez vous retrouver à échanger avec des gens auxquels vous ne pourriez même pas penser. Moi, l'année dernière, j'ai parlé à une grosse conférence qui s'appelle le Forum PHP, qui est the conférence sur l'écosystème PHP en France. Et du coup, ben, j'ai pu parler avec les autres speakers plus expérimentés qui, eux, existaient vraiment dans le paysage technique et technologique français. Et c'est cool. Et c'est cool de pouvoir faire des coucous et serrer la main de ces personnes devant d'autres personnes. Et c'est cool de pouvoir leur poser des questions. Et contrairement à ce qu'on peut imaginer, il y en a beaucoup qui sont vraiment très ouverts et qui ont envie de discuter, qui ont envie de donner un coup de main. C'est pas un milieu si fermé que ça. Il y a vraiment des gens qui ont envie de partager leur savoir-faire, qui ont envie de partager leur pouvoir. Ouais, effectivement, alors moi, je m'intéresse un peu au milieu des VC, tout ce qui est venture capital, investissement, tout ça. Et en fait, ce milieu ne marche que grâce au réseau. On ne trouve des startups dans lesquelles investir que parce qu'on connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Euh, les VC vous diront toujours non, mais envoie-nous ta présentation sur le formulaire du site. Et quand tu leur demandes est-ce que tu les regardes, ils te font ouais, non, je regarde les slides, je regarde les decks que les copains ont envoyés. Donc en fait, euh, le milieu tech est vraiment très, très, très basé sur qui connaît qui. Et je suis totalement d'accord avec toi, il ne faut absolument pas hésiter à sortir de chez soi, aller à des événements. Ça prend du temps, c'est un peu chiant, j'avoue. Mais comme les boîtes ont de l'argent, assez souvent, vous pouvez manger gratos, ça vous fait le dîner. Et ne pas hésiter à aller parler aux gens, aux speakers et à prendre de la place. Je crois que le Meetup Human Coders recherche assez souvent des gens pour venir prendre la parole, que ce soit la première fois ou pas, donc n'hésitez pas. Et je pense qu'il y a une...
C'est Human Talk. Ah, c'est Human Talks. Oui. Tu vois, je ne les connais pas. Il y a une dernière question de Jérémy qui, du coup, pour les freelances toujours, est-ce que vous avez pris des notes, est-ce que vous avez pris note des étapes à suivre pour la création de micro-entreprises à un endroit précis ou est-ce que ça a été Google Freelance? Personnellement, moi, j'ai été accompagnée. J'ai commencé par remplir un business plan et à partir du moment où j'ai défini le statut qui correspondrait le mieux à mon prévisionnel financier, au chiffre d'affaires que je prévoyais de faire, on m'a conseillé de m'immatriculer sous tel ou tel... Enfin, on te conseillera de t'immatriculer sous tel ou tel statut. Pour moi, c'était la micro-entreprise. J'ai été accompagnée par l'ADI, j'ai remporté le prix Créadi 2018, 9, je ne sais plus, désolée. Mais tu gagnes tellement de prix, tu te souviens plus. non, même pas. Pour l'instant, c'est le seul prix. Mais l'ADI, par exemple, est une des associations qui peut t'accompagner dans cette création et même t'offrir un suivi et même t'envoyer quelques clients, tes premiers clients qui risquent d'avoir un besoin en développement web. Donc, n'hésite pas à te faire accompagner sur ce genre de choses. Et même lorsqu'il s'agit de m'immatriculer, je ne voulais pas passer par le formulaire de l'URSSAF. Non, j'ai pris rendez-vous à l'URSSAF. J'avais un être humain qui allait m'expliquer en face quelle case je remplissais. Et à partir de là, j'étais immatriculée. Et pour toi, Christopher? Alors moi, vous voyez, je sais ce qu'elle a fait, faites comme elle, parce que moi c'était totalement chaotique. Déjà, non, mais déjà je suis un mec, j'aime pas les gens, enfin les bureaucrates, et donc du coup je suis pas allé voir un humain, moi j'ai rempli le formulaire. Et j'ai les rempli, et entre moi et l'URSSAF, il s'est passé 4 mois de bataille en fait, où je disais l'avoir rempli d'une telle manière, il me disait bah non, on a ça, tu vois. Mais je me suis documenté moi-même, du coup c'est pas forcément compliqué à comprendre. Ce qui est compliqué, c'est de se faire comprendre avec l'URSSAF après derrière, du coup. Mais ouais, pour le coup, je me suis lancé du coup quand j'ai eu mon premier client sûr. J'ai prévu mon chiffre d'affaires du coup, et vu que j'ai un projet de partir à l'étranger, bah, du coup je pars au Canada là bientôt, bah, je savais que j'allais pas faire plus d'un an avec ce statut-là. Donc bah, j'ai pris le premier qui venait et j'ai roulé avec. Après, vu comment ça se déroule pour moi actuellement, il y a moyen que je reconsidère du coup un statut un peu plus élevé que micro-entrepreneur, du coup, avec plus d'obligations comptables. Et c'est un truc par contre pour lequel je me ferais bien accompagner par un expert comptable et tout, parce que ça devient plus sérieux, on va dire, quoi. Et justement, il y a un cabinet d'expertise comptable qui fait beaucoup de webinaires en ce moment. Je n'ai aucune action pour ce cabinet, je le dis tout de suite. C'est juste que j'ai assisté aux webinaires et je trouve qu'ils sont très bien faits. Et c'est orienté pour les freelances. Ça s'appelle Nova. Enfin, je les ai trouvés sur Meetup et je suis les différents webinaires. Ça s'appelle Nova Freelance Talk. Et ils font des webinaires avec des slides qui expliquent la différence entre tel type de structure juridique. Est-ce qu'on se rémunère? Est-ce qu'on est gérant? Est-ce qu'on est salarié? Ça donne toutes les informations avant de se lancer. Bon, naturellement, ils recommandent de se faire accompagner parce que voilà, chacun sa spécialité. Donc, il faut confier l'administratif aux personnes qui s'y connaissent. Mais pour avoir ne serait-ce qu'une idée de la façon dont on peut faire avant de se lancer, c'est bien d'assister. Exactement, Christopher, tu l'as trouvé et tu leur as mis le message. C'est parfait. Et c'est bien ce groupe-là, ce cabinet d'expertise qui fait des webinaires. Nova Freelance Talk. Super. Merci. Et il me semble qu'on a fait toutes les questions. On est dans les temps. Ouais. Je voulais ajouter un point par rapport à la rémunération. Comme je suis la seule qui est en SS2I et qui est encore salariée. Donc pour les SS2I, concernant la rémunération, c'est au petit bonheur la chance. Hein. C'est selon votre capacité de négociation et l'urgence du client. La plupart des SS2I recrutent sur projet. Si vous êtes, vous êtes sur une niche, vous maîtrisez une techno, vous maîtrisez quelque chose d'assez particulier et que le client est pressé, là, vous êtes le roi du pétrole. Honnêtement, vous pouvez demander le montant que vous voulez, ils vont s'aligner. Sinon, quand il s'agit d'un profil un peu plus générique, sur lesquels on peut
il n'y a pas de notion d'urgence, on peut vous staffer facilement et, je ne vais pas dire n'importe où, mais en tout cas très facilement dans tout type de structure. Elles vont revoir leurs prétentions à la baisse. Mais l'avantage d'une SS2I, c'est qu'on apprend, on peut progresser, c'est l'endroit où on peut se tromper et on nous forme, on nous apprend des choses et ensuite on vole de ses propres ailes pour être freelance. Donc je le vois, parce qu'autour de moi, beaucoup se sont lancés, se sont mis à leur compte. Effectivement, c'est le jour et la nuit quand on compare nos salaires. Mais voilà, enfin, toute expérience est bonne à prendre et on la revend aussi facilement. Donc, je suis restée 6 ans dans la première SS2I dans laquelle j'étais avant de partir. Maintenant que je sais comment ça marche, je revendrai mon expérience plus rapidement. Je ne resterai pas aussi longtemps. Et une bonne durée en SS2I, c'est 2 ans. 3 maximum. On a emmagasiné assez d'expérience. On a bossé sur un projet, un gros projet, et c'est suffisant pour aller revendre ça à la concurrence. Voilà le point que je voulais rajouter. Merci. Avant qu'on se quitte, est-ce qu'il y a des projets dont vous voudriez parler? Est-ce que quelque chose que vous voudriez mettre en avant? Christopher, on a parlé de Noir et Tech. On va le rappeler. Jessie, vas-y. Mon site est en ligne dimanche à midi. jessiediandra.fr. Franchement, suivez ces lives. Vous les mettez le dimanche, vous faites la vaisselle, ça passe, nickel. Vous faites spoiler des séries des fois, mais ça passe. Cindy, est-ce que tu voudrais partager quelque chose ou Non, pas de projet pour le moment. J'attends la rentrée que les choses se relancent un peu autrement. C'est un peu mort. C'est un peu mort, quoi. Avec le Covid et l'été, l'ambiance est un petit peu morte dans les communautés tech. Donc, je vais attendre la rentrée pour voir ce que je peux apporter. Ça marche. Merci à tous. Merci à toutes. Ouais. Excuse-moi, attends. Oui, carrément. J'aimerais faire une petite pub, pas pour moi, mais pour quelqu'un d'autre du coup. J'ai ma copine qui travaille sur un projet actuellement et qui est à la recherche de créatifs noirs du coup, donc créatifs digital, UX, UI, dans du print, dans des missions d'édition, mais vraiment dans l'art en général du coup. Donc si jamais vous avez des contacts ou quoi, on prend. Vous pouvez trouver Christopher sur Twitter. On vous mettra tout ça dans un mail. Partout. Encore une fois, merci à tous, merci à toutes. C'était vachement intéressant de pouvoir discuter avec vous, de pouvoir échanger. Maintenant, si vous le voulez, pour les personnes qui restent, si vous avez envie d'allumer votre caméra, d'allumer votre micro, de dire un truc, n'hésitez pas. Je pense que le plus simple, Tolu Lopé, tu me diras, mais le plus simple, c'est de mettre une réaction, par exemple, et comme ça, on vous débloque votre micro, on vous débloque votre caméra, et vous pouvez nous dire un truc. Oui, ça marche. Faites pas les timides. Ah, si, je vois Shalika qui a quelque chose à nous dire, je pense. Ça s'écrit comment? Chakilaa. Attends, moi je peux l'activer, tiens. Ah bah attends. Bien. Bonjour. Bonsoir. Je ne sais pas si vous m'entendez bien là. Ouais, on t'entend. Oui. Donc, c'était vraiment pour avoir des informations. Je me suis inscrite à cette conférence pour avoir des infos parce que je suis en pleine reconversion. On est encore plus jeune, parce que j'ai 25 ans, j'ai fait 10 ans de travail. Est-ce que tu peux parler plus fort, s'il te plaît? Désolée de t'interrompre. Ah non. Oui, je peux parler plus fort. Là, c'est bon? Oui. Donc, je disais, je suis dans plein projet de reconversion, mais mon problème, c'est que je sais que je veux aller dans la tech, mais je ne sais pas dans quoi exactement. Donc, c'est pour ça que j'ai suivi cette formation aujourd'hui. J'ai eu vraiment énormément d'infos, etc., sur l'auto-formation, etc. Mais
J'aimerais savoir, en tant que néophyte, vraiment très peu de connaissances, etc. Je veux dire, j'ai un master en gestion, une licence en éco, donc l'informatique, ça s'arrête à, comment dire, à l'Excel, à l'utilisation d'Excel. Donc, dans quoi est-ce que vous pouvez me donner des pistes, etc., des choses vers lesquelles je devrais plus pencher, surtout que je cherche quelque chose qui pourrait payer derrière, ne pas me retrouver dans une galère de recherche d'emploi, etc. J'ai mal formulé ma question, mais c'est vraiment un Elle est peu tout claire. ça. Bah, moi, je peux t'orienter vers les structures qu'ont suivi mes anciennes collègues. Parce que, comme je disais, je travaillais en équipe et à un moment, on a eu toute une vague d'arrivées et de personnes qui étaient RH, étaient dans le marketing, qui avaient en tout cas une autre profession avant d'arriver dans l'informatique et dans la chefferie de projet. Et elles ont fait une formation financée par je crois que c'est le Pôle emploi. En tout cas, les organismes de formation s'appelaient FITEC, F-I-T-E-C, ou ENIX, H-E-N-I-X. Et l'avantage de ces organismes de formation, c'est qu'elles avaient déjà le contrat de travail signé avant de démarrer la formation. Donc, elles savaient qu'elles rentraient en formation pendant 3-4 mois ou 6 mois selon la formation choisie. Et à la fin de la formation, elles intégraient directement un emploi. L'emploi les attendait en fait. Et par contre, je ne sais pas comment elles les ont trouvées, mais je pense qu'elles ont dû passer par le Pôle emploi. D'accord, j'ai noté Oui. pour... merci. Moi, je ne code pas, j'ai un profil fonctionnel. Donc, on m'appelle sur des projets en informatique et mon rôle est de faire le lien entre les utilisateurs finaux et les personnes qui, justement, vont coder les logiciels. Donc, je fais le lien entre les deux. Donc, pour faire la métaphore qui reste assez accessible à tout le monde, c'est comme si il y a quelqu'un qui veut construire sa maison. Et ben moi, je serai l'architecte qui va discuter avec les maçons. Donc, le propriétaire de la maison me dit ce qu'il veut, je note, et moi, je le transcris dans un langage pour que les maçons, le contremaître et toute l'équipe technique comprennent réellement ce que veut le client. Et je m'assure que ce qu'ils ont construit corresponde à ce que le client m'a demandé. Donc, j'ai ce rôle-là et pas besoin d'être technique pour faire mon métier. Il faut juste avoir, comme on dit, un cerveau bien fait, comprendre les choses, poser de bonnes questions, poser les questions tout court, poser des questions, savoir écouter. Et voilà, dans les grandes lignes. Shalika, il y a Romy qui te dit « Je suis passée par l'AFPA. Tu es rémunérée pendant la formation. » Oui, je prends en note, j'ai même noté aussi la MIAGE. Oui. Je viens de gestion, mais je viens de voir là vite fait, c'est une formation, en fait, c'est un master en fait. Il faudrait que je refasse. Ouais, car t'as la licence et le master du coup, et c'est un double diplôme en informatique et en gestion. Donc tu as déjà la partie gestion. Si jamais tu es vraiment motivé pour repartir à l'école, tu peux tenter. Mais sinon, voilà. Mais dans ce cas-là, la MIAGE, je vois qu'il y a une grosse partie informatique. Pour la partie gestion, ça ne me fait pas peur. Mais la Ouais. partie informatique, je ne saurais même pas comment défendre mon dossier en fait, pour m'inscrire dans cette formation sans base. En plus, en réalité, le master MIAGE de tête, tu y as accès de droit quand tu as fait la licence du même nom. Tous les externes avaient déjà une expertise informatique pour venir dans l'information directement. Donc aujourd'hui, ce que tu as, c'est des solutions de reconversion du coup, comme ce dont tu as parlé Suzanne, pardon. Ou alors, si vraiment tu cherches un métier réellement dans la tech du coup et au niveau du code, tu as pas mal de petites écoles qui proposent des formations en 6, 8 mois ou 12 mois du coup qui sont plus ou moins longues par rapport à tes contraintes à toi et qui te permettent d'avoir le bagage minimum pour pouvoir trouver un métier dans la tech en tant que développeuse du coup. Après, le problème de ça, c'est que du coup, en termes d'image, tous les employeurs n'aiment pas, mais ce qui commence à changer du coup, et tu n'as donc pas un emploi garanti à la fin en réalité, tu vois. D'accord.
c'est un truc à prendre en compte quand tu te lances là-dedans. Mais généralement, ce qui est bien, c'est que tu ne les payes pas, c'est rémunéré par soit Pôle emploi, soit des fonds disponibles qui sont gérés par ta ville, ta région ou la collectivité dans ton secteur. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaiterait prendre la parole? J'avais cru voir quelques réactions. Ah, je vois Leslie. Hop, je pense que c'est bon, tu peux y aller. Bonjour. Déjà, merci beaucoup pour ce partage. J'ai trouvé ça vraiment très enrichissant. Donc, merci à toutes les personnes qui ont partagé leurs expériences. Et c'était pour reformuler ma question qui a mal été comprise, que j'ai posée tout à l'heure. C'était est-ce que des projets de développement personnel comme des applications, des sites web, etc., est-ce que ça peut compenser le fait de ne pas avoir un parcours classique? Donc, si par exemple on fait un bootcamp ou des formations de reconversion, est-ce que ça a du poids aux yeux des employeurs quand on veut avoir un poste de développeur spécifiquement? Je vais te répondre du coup. Alors du coup, oui. En général, pour ceux qui n'ont pas un parcours classique ou qui sont sortis scolaires directement, on demande en fait des projets, parce que j'ai fait du recrutement, on demande des projets du coup d'initiative personnelle qui auraient été développés par la personne en réalité. Et tout ce que tu vas faire en dehors du monde professionnel et qui va être pour toi est valorisable en termes d'expérience pour le dev en réalité, dans comment les gens conçoivent les choses aujourd'hui. Et c'est vraiment important que tu en aies, et ça montre même ton implication du coup en tant que développeuse dans ce que tu entreprends. Et c'est généralement très très apprécié. En France, c'est vraiment aimé, et à l'étranger, c'est le Graal, tu vois. Ok, merci beaucoup. Et si je peux rajouter, alors moi par exemple, je sais que je me vends avec mon podcast en fait. C'est tout bête, hein, mais mon podcast n'a rien à voir avec ce que je fais dans la vraie vie. Mais par contre, juste le fait de dire ouais, mais je fais un podcast, ça fait 2 ans que je le fais, donc ça veut dire que je sais travailler sur la longueur et que je tiens le rythme toutes les 2 semaines, machin chose. En fait, les employeurs sont en mode ah ok, donc ça veut dire que tu sais prévoir en avance, tu sais écrire, machin chose. Enfin, ils arrivent toujours à trouver des raisons, mais en fait, le projet perso que tu peux avoir à côté, même si ça n'a rien à voir avec ton travail, ça apporte toujours un plus. Alors, il y a Jarai qui va avoir une question, il me semble. Attends, je vais activer ton micro. Hello, Oui, on t'entend. top, merci. Du coup, ma question, c'était qui s'adressait plutôt à Cindy, au vu de son expérience chez Open Classrooms. Moi, je suis étudiante là-bas en alternance, donc je suis le programme Python développement back-end. Je voulais avoir son retour parce que, désolée, du coup, j'étais pas sûre d'avoir compris si tu travaillais en fait au sein d'Open Classrooms en tant qu'employé d'Open Classrooms ou en tant que mentor, donc dans l'accompagnement des étudiants, et si tu avais un retour sur l'employabilité des étudiants diplômés d'Open Classrooms à la sortie de leur formation. Voilà. Ok, bonsoir. Moi, je travaillais en tant que développeuse chez Open Classroom. Je faisais Ok. partie de leur équipe de développeurs back-end pendant techniquement 6 mois. Donc moi, je m'occupais pas du tout des contenus. Enfin, je m'occupais de plein de choses sauf des contenus. En revanche, j'ai eu un retour sur la formation Python. C'est une développeuse que j'ai rencontrée pendant un événement qui m'a parlé de cette formation et qui m'a dit que ça l'avait bien préparée, que c'était plutôt bien fait. Après, c'est un exemple sur beaucoup d'autres, hein. Donc, pour le coup, c'est un retour, c'est un unique retour, mais en tout cas, il était plutôt positif. Après, concernant l'insertion professionnelle, il me semblait que les chiffres étaient plutôt positifs. Ce qui est important de savoir, c'est que Open Classroom bénéficie de l'aura de son cofondateur Mathieu Lebras, qui a fait cette plateforme alors que c'était un ado, qui avant ça s'appelait Site du Zéro, qui a grandi et a appris à faire du dev
tout en développant cette plateforme qui a changé la vie de plein de personnes alors que c'était un môme. Et je pense que ça joue encore sur la perception de ces parcours du côté des employeurs. En ce moment, bien évidemment, c'est hyper compliqué de trouver du boulot quand on est un débutant, une débutante dans le milieu. Ça, c'est à cause de la conjoncture économique, de la conjecture pardon, économique, du confinement. Enfin voilà, il y a tout plein d'histoires. Il suffit de faire une recherche Google pour voir ce qui se passe en ce moment dans le milieu de la tech. Mais je pense que ça se débloquera quand l'argent magique reviendra. Et l'insertion professionnelle redeviendra plutôt facile pour les étudiantes d'Open Classroom. Je crois toutefois qu'il est important de continuer de se former parce qu'en fait, quand on suit ces parcours-là, de la plateforme Open Classroom, on apprend à réfléchir d'une certaine manière. Et en fait, c'est hyper important quand on est élève de vraiment envisager toutes les manières de programmer. Il y a plein de façons différentes de penser à la programmation. Et ce qui fait vachement grandir, c'est de savoir ce qu'on veut devenir en tant que dev. Est-ce qu'on a envie de plutôt être couteau suisse? Est-ce qu'on a envie d'être plutôt architecte? Est-ce qu'on a envie d'être vachement codeur-codeur? Est-ce qu'on s'intéresse aux patterns? Est-ce qu'on s'intéresse à machin, à truc? Voilà, c'est important de se considérer encore en apprentissage, même après avoir fini la formation. Okay. Je pense qu'on va prendre une dernière question parce que je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Est-ce que quelqu'un aurait une question? Je vérifie. Il me semble qu'on a fait le tour alors. Écoutez, merci beaucoup. Encore merci à tous d'avoir été là. Merci à nos intervenants, nos intervenantes. J'applaudis souvent à la fin des Zooms, ne vous en faites pas, c'est une habitude. Donc, comme je vous disais, nous, on est une toute jeune association avec Tolulopé, on est 2. On a déjà un prochain événement qui est prévu le 31 juillet. On va parler plutôt du coup entrepreneuriat. S'il y a des personnes que vous souhaitez entendre parler, donc n'hésitez pas à nous les faire remonter. Et je pense que c'est tout. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée, à vous dire à très bientôt, et puis on se retrouve sur les réseaux sociaux pour continuer cette discussion. Nos réseaux sociaux, ah oui, moi ça va être compliqué. Le lien de mon podcast, nos réseaux sociaux, je pense que vous les enverrez par mail, comme ça vous les aurez tous, ça va être plus simple. J'enverrai le lien du podcast. Je connais Ami qui pose la question, je lui balance. Ouais. Et comme ça, au moins, vous aurez toutes les infos. On vous repassera aussi tous les liens qu'on s'est partagés dans la conversation pour que vous ne ratiez rien. D'accord. Donc voilà. Est-ce que je peux prendre la parole une dernière fois? J'ai oublié de parler du projet. À chaque fois que je veux dire merci et au revoir. J'ai envie de avec vous. Le confinement a fait que je n'ai vu personne pendant 3 mois et maintenant j'ai envie de rester avec vous. Non, je rigole. C'est juste que je voulais parler d'Africa Challenge. C'est un groupe d'Africains, en fait, entrepreneurs qui ont envie de développer le continent à travers d'initiatives. Je les ai rencontrés via Meetup. Et je sais que certains sont connectés ce soir et ils ont de très belles initiatives, de belles rencontres. Ils m'ont vraiment ouvert les yeux sur beaucoup de projets qui se font en Afrique. Je les suis. Je ne suis pas très active, je suis ce qu'ils font et je profite de cette occasion pour parler d'eux, pour qu'ils se fassent connaître et aussi pour que les gens puissent adhérer, participer au groupe WhatsApp dans lequel nous sommes et rejoindre les différentes initiatives, les conférences, les séminaires qu'ils organisent. Donc voilà, j'ai mis dans la conversation le lien vers leur site internet qui s'appelle Africa Challenge, tout attaché, challenge au pluriel.org. Voilà, et je ne te coupe plus la parole, c'est fini. Je me tais. Ça marche. J'ai déjà dit le mot de la fin. Donc, merci à tous. On vous souhaite une bonne soirée. On se dit à très bientôt pour continuer à parler de la tech. Merci et au revoir. Merci. Au revoir, bientôt. Au revoir à tous, merci. Je dis au revoir, mais j'attends au cas où, on ne sait jamais. Oui, je balance le lien de ton podcast.
Ah, J'ai merci. coupé mon micro, mais je le remets. Enfin, je coupais le lien du podcast d'Awa. Bon, j'ai mis au spot, hein. Ouais, tu peux y aller. Effectivement, j'ai 2 podcasts. Maintenant, il va falloir que tu mettes l'autre. Tête à tête, je ne l'ai pas. Je suis plutôt sur The Spot, moi. T'inquiète, je repartagerai tout ça par mail, ça sera plus simple, je pense. Ok, super. En tout cas, merci à tous. Et puis, je pense qu'il est temps maintenant que je me déconnecte et que je vous laisse. Très bonne Bye. soirée à tous. Bon, j'avais dit que j'allais rester, mais en fait, j'ai faim. Donc, bonne soirée aux ceux qui restent et on se dit à très bientôt. Comment tu racontes ta vie, toi? Je raconte pas ma vie, je dis au revoir. Ah ben oui, il y a tête à tête, pareil. Attends, je remets. Oh, should I end the call for everyone? Yeah. Bye.